Bonjour à tous. On va commencer le webinaire. Je vous invite à éteindre vos micros qu'on pourra éventuellement rallumer à la fin et à déconnecter vos caméras. Je vous remercie tout d'abord pour votre participation à ce webinaire sur les solutions FTTO. Je me présente rapidement. Je suis Régis de Prada, cofondateur de la société Chorus Networks. Je vais vous présenter en 2 mots quelle est notre activité pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et ensuite, donc, on abordera en détail l'objet principal qui est la présentation des solutions FTTO et Géraud Dancel-Domond, donc de Nexans, va nous faire l'honneur de rentrer en détail dans ces architectures et dans ce système-là. Pour présenter rapidement Chorus Networks, donc Chorus Networks, on est distributeur de matériel courant faible. Pour être plus précis, on va dire qu'on est distributeur de solutions intelligentes pour bâtiments connectés. Et si Géraud, tu peux passer à la diapo suivante, vous allez retrouver Ouais. les principales familles de produits que nous distribuons aujourd'hui. Donc, on va couvrir d'une part tout ce qui est infrastructure, réseau physique, donc tout ce qui est système de câblage, cuivre, fibre optique, tout ce qui est aménagement des locaux techniques avec des baies et des coffrets 19 pouces, que l'on soit dans un environnement tertiaire, industriel ou dans des applications de data center. On va couvrir bien sûr tous les équipements qui vont permettre de certifier ces câblages, qu'ils soient cuivre ou fibre optique. Et ça permet, on va dire, de valider toute la partie infrastructure passive, donc câblage et connectique. Parallèlement à ça, nous allons également couvrir tout ce qui est infrastructure active, donc des switches Ethernet, tout ce qui est infrastructure Wi-Fi, et un certain nombre d'applications que l'on va faire fonctionner sur ces architectures. Applications qui peuvent être aussi bien de la téléphonie sur IP, de l'interphonie, tout ce qui est également vidéosurveillance, qui vont fonctionner sur ces infrastructures réseau. Géraud, si tu peux passer sur la dernière diapo. Tout à Merci fait. beaucoup. Super. Vous retrouvez ici la liste de nos principaux partenaires, donc à la fois sur les systèmes de câblage VDI, les équipements actifs et tout ce qui est téléphonie et interphonie IP. Donc, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir le FTTO. Donc, le FTTO, on va dire, couvre à la fois les deux systèmes, à la fois l'infrastructure physique, donc le câblage, mais aussi tout ce qui est infrastructure de commutation et de switching. Donc, le FTTO, je vais bien sûr le présenter de façon détaillée. On est sur des technologies qui sont, on va dire, bien éprouvées, qui sont absolument pas récentes, mais qui répondent, alors qui sont pas toujours d'ailleurs connues comme elles devraient l'être, et qui répondent parfaitement aux problématiques d'aujourd'hui. Que l'on soit au niveau de problématiques, on va dire, de performance technique, sur la pérennité et les performances pures du réseau, que sur des problématiques économiques qui aujourd'hui se posent notamment avec l'augmentation des cours de cuivre, la difficulté d'approvisionner certaines matières premières. On va voir que le FTTO amène des réponses très précises et très pertinentes sur ces points-là. Voilà, donc j'en ai terminé pour la présentation rapide. Je vais laisser la parole à Géraud qui va rentrer dans le détail du FTTO. Eh bien, merci beaucoup, Régis. Bonjour à tous. Alors, je n'ai pas fait de partage de caméra, mais vous voyez ma photo. Non pas que je n'ai pas voulu me présenter à vous, mais je pense ne simplement pas connaître assez bien l'outil qui était sous mes yeux. Donc, je suis Géraud Danzel-Demont. Je suis en charge au sein du groupe Nexans de l'offre FTTO. Et donc, FTTO, ça veut dire Fiber to the Office. C'est un concept qui a été développé, en fait, il y a déjà pas mal d'années, puisque si je reprends l'historique, il y a bientôt 30 ans, Nexans, qui s'appelait encore à l'époque Alcatel, a commencé à développer en Allemagne des produits qui étaient dédiés à ce système-là.
Donc le marché allemand est un petit peu l'initiateur de cette approche, et puis par effet boule de neige ou tache d'huile, eh bien il s'est répandu sur la France. Les offres se sont structurées, les produits ont évolué. Pour ma part, j'ai rejoint le groupe en 2012 après une expérience sur un autre groupe allemand. Et bah, c'est avec plaisir que je vais vous présenter un petit peu les intérêts. Donc le sujet que nous avions aujourd'hui, c'était les solutions Green IT pour vos infrastructures réseau. Je vais bien sûr vous en parler. Et puis après, comme on a discuté avec Régis, on a aussi orienté la discussion pour repartir sur les fondamentaux du FTTO, vous expliquer en quoi ça concerne, etc. Donc, j'aurai d'autres éléments à vous présenter si vous le souhaitez. Et puis, je me tiendrai naturellement à votre disposition pour toutes les questions, etc. Je pense que Régis tient un chat ou alors on le fera de vive voix via les micros. Ouais, tout à fait. Alors, concernant les approches Green IT, en fait, on est parti d'un constat, et c'est un constat qui est assez général, et je pense que tout le monde aujourd'hui est sensibilisé à la question, c'est la raréfaction, j'y arriverai pas, c'est pas le matin, des ressources fossiles. Les conséquences, je les ai écrites, mais vous les connaissez tous: insécurité en approvisionnement en eau, recul des glaciers, phénomènes météo extrêmes, risques politiques et sociaux, réfugiés climatiques, etc. C'est une actualité aujourd'hui qui devient presque quotidienne, une sensibilisation des jeunes et puis aussi de nous tous. Alors, en 2020, l'objectif est passé, mais je ne sais pas si on l'avait atteint. On s'était donné comme objectif le 20-20-20, faire passer la part des énergies renouvelables à 20%, réduire l'émission de CO2 des pays de l'Union européenne de 20%, enfin, accroître l'efficacité énergétique de 20%. J'ai envie de dire que peut-être qu'on n'y est pas encore, sûrement nous n'y sommes pas encore, mais malgré tout, vous avez vu les uns et les autres que on a quand même au niveau de nos gouvernements et puis même de nos consciences collectives pas mal avancé. Et puis, il y a des termes qui l'éclaircissent. J'ai marqué par exemple en bas du tableau HQE, voilà, haute qualité énergétique, ou les bâtiments BBC, bâtiments à basse consommation. Donc il y a quand même une tendance. Et c'est vrai que il m'est arrivé de travailler sur pas mal de dossiers où l'un des critères fondamentaux qui a poussé à l'utilisation du, du choix du FTTO était orienté sur ce critère-là. Alors pourquoi orienter sur ce critère-là? Parce qu'en fait, on a fait une étude que je tiens à votre disposition. Donc c'est un livre blanc que vous voyez sur votre écran à droite, qui s'appelle Bâtiment vert, efficacité énergétique des TIC. Et en fait, pour le résumer, on a fait 4 chapitres principaux concernant la vie d'un câble. Donc, ce que j'ai noté en vert, la fabrication, la mise en œuvre, l'exploitation et l'évolution. Ça, c'est, je pense, les 4 phases de la vie d'un outil. Et en fait, ce qu'on peut voir, donc c'est une présentation que j'ai faite avec une personne du CNRS qui pourrait télécharger si vous le souhaitez. On a regardé l'empreinte carbone de déploiement ou de la fabrication de la fibre optique. Aujourd'hui, c'est, même si on peut dire que la fibre optique, c'est pas que du verre, et c'est vrai, il y a du phosphore, il y a quelques matières lourdes également, mais en fait, malgré tout, on est sans commune mesure avec d'autres médias que sont le cuivre, avec l'extraction minière, etc., et beaucoup moins de déchets. Donc, en ce sens, ça répond vert. Surtout, ça répond vert sur la mise en œuvre. Vous le verrez tout à l'heure dans ma présentation, eh bien, avec des câbles qui pèsent on va dire quasi rien, et surtout des dimensions qui sont minimes, hein, puisqu'on va avoir des choses qui sont dans le diamètre d'un cordon RJ45, on va faire passer plusieurs dizaines de fibres optiques, on va pouvoir faire des déploiements efficaces et rapides, donc avec moins de transport, moins de temps de mise en service, c'est-à-dire moins de temps de déploiement, etc., moins de carottage, donc bien sûr des incidences toujours sur les aspects green. L'exploitation, l'utilisation ne sont pas oubliées dans ce type d'architecture, hein, notamment OPEX et les approches opérationnelles. Je vais vous donner un exemple qui est en ligne 3, c'est le diagnostic au poste utilisateur. Donc ça, c'est combiné à la solution de Nexence avec des produits actifs aux extrémités. Je vais vous montrer dans quelques instants. Mais il est possible dans la vie d'un média ou du réseau d'interroger le port final, hein, de faire des diagnostics en permanence, hein, et éviter ainsi des déplacements de personnel qui peuvent être entre guillemets inutiles.
Alors, c'est vrai que lorsqu'on est sur un site unique, déplacer le personnel, bon, c'est embêtant, mais c'est pas forcément dramatique en termes d'aspect Green IT. Mais j'ai, par exemple, des projets sur lesquels on est sur du multisite, hein. Donc, ça peut être des gros sites hospitaliers répartis sur plusieurs établissements, mais ça peut être celui auquel je pense, c'est surtout, par exemple, des conseils départementaux. J'ai fait, par exemple, les collèges de l'Oise. On est à peu près à 65-66 collèges et s'il y a un diagnostic qui n'est pas fait, eh bien, on va envoyer une équipe qui va rouler pendant des kilomètres et consommer du carbone et produire de la pollution simplement pour aller changer un cordon RJ45 alors que peut-être qu'une personne non qualifiée aurait pu le faire. Donc il y a pas mal de choses qui portent, sur ce média. Il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est la consommation d'énergie. Alors ça, on met en évidence dans la présentation qui est dédiée, puisque cette consommation d'énergie, lorsqu'on fait une analyse d'un réseau cuivre versus fibre optique, on réduit la facture de l'ordre de 60-70. J'ai bien dit 60-70. Donc vous voyez que c'est loin d'être neutre. C'est vrai que c'est pas un coût facial, mais c'est un coût opérationnel et naturellement, ça se traduit par, moins de production, d'utilisation de pétrole ou autres, matières, ressources, planétaires pour, produire cette énergie. Alors, on a aussi l'éolien, bien sûr, je n'oublie pas. Enfin, Green dans son évolution, et la fibre optique, bah, déjà, c'est une durée de vie qui est assez longue, puisque lorsque je parle de fibre optique, sachez que, même, je ne sais pas quelles sont vos connaissances, mais en fait, il existe 2 types de fibres optiques. Les fibres optiques multimodes, que l'on a vu historiquement dans les réseaux locaux, et puis les fibres optiques monomodes que l'on voyait, dédiées plutôt sur les réseaux opérateurs. Au jour d'aujourd'hui, même dans les réseaux locaux, ce qu'on appelle les LAN, eh bien, les déploiements se font à base de fibre optique monomode. La raison est simple, c'est qu'en fait, en tant qu'industriel, les coûts de production des fibres optiques monomode sont devenus moins élevés que les coûts de production des fibres multimodes pour une raison qui est évidente, hein, à savoir la production mondiale. Les usines de fibrage, quel que soit le fabricant, tournent à plus de 90 pour la fabrication de fibres monomode et à peine 10 pour la fabrication de fibres multimode. Donc en fait, la fibre monomode est arrivée à des coûts qui sont, entre guillemets «planchers». Et puis il y a un autre effet de levier qui a joué, c'est que le coût des mini GBIC ou des connecteurs optiques a fortement chuté ces dernières années. Donc en fait, passer, faire le choix d'une architecture monomode dans un bâtiment tertiaire, c'est garantir à la fois une pérennité de la solution, puisqu'en fait, la fibre monomode, eh bien, c'est des distances et des capacités intrinsèques, quasi illimitées et c'est pas forcément un surcoût, loin s'en faut. Qu'est-ce que c'est quand je disais déploiement intersite? Eh ben, justement, là, c'est une photo que j'ai prise d'une maquette. C'est une maquette qui est posée sur une table, sur un établissement que j'ai réalisé, alors que Nexans a réalisé, ce sont mes collègues en charge de l'Europe du Nord qui l'ont réalisé. C'est un hôpital qui se trouve au Danemark. Le Danemark a fait le choix de créer 4 centres hospitaliers principaux, nord, sud, est, ouest. Donc celui-là, c'est celui qui est à l'est, s'appelle DNU et cet établissement, fait pas loin de 500 000 m². On a, dedans plus de 15 000 micro-switches. 15 000 micro-switches et pourtant, nous n'avons que 2 cœurs de réseau. Alors, je les ai positionnés en haut et en bas. Réellement, ils sont pas positionnés comme ça. Ils sont au sein de l'architecture. Si vous voyez ma souris, il y en a un qui est au bout de ce tunnel et puis un autre qui est là. Et pour vous donner une idée des mesures, eh bien, lorsqu'on passe sur ce petit élément transversant, en fait, c'est la partie initiale du projet qui a été déployé dans les années 80, la partie 1 de l'hôpital, et c'était ici que se passaient tous les aspects logistiques. Alors, ils ont des petits trains sur pneus, ça fait une dizaine de mètres de large et ça fait pas loin de 1 km 200, 1 km 300 de longueur, pour vous donner les proportions. Et l'idée, c'était des camions logistiques arrivent sur l'extrémité en haut à gauche et ensuite on achemine qui les repas, qui les médicaments, qui n'importe quoi, via le petit train sur les différents pavillons. Ils ont tout déployé en fibre optique, donc on a uniquement 2 cœurs de réseau et la fibre optique est acheminée sur l'ensemble du bâtiment. C'est une fibre optique monomode, donc sur que la distance, bien qu'elle soit assez longue, peut être atteinte d'un point A à un point B.
Voilà un petit peu, c'est comme ça l'idée. On va déployer la fibre optique jusqu'au pavillon et ensuite la distribuer. Alors, pour le faire, chez Nexans, on vous propose 2 types de topologies et puis, dans lesquelles je vais rentrer dans les détails. Alors sur la gauche, qu'est-ce que je vous présente? Un bâtiment avec, plusieurs niveaux et l'idée, eh bien, contrairement à ce qu'on fait sur le cul d'habitude, là, ça va être de partir sur la fibre optique et cette première approche de gauche parle de câble pré-connectérisé ou câble préterminé. Je vous montrerai en quelques instants, à quoi ça consiste, mais pour déjà faire simple, pour introduire, on est sur des câbles dont la fabrication a lieu en usine. Ils sont livrés avec les connecteurs aux 2 extrémités et ensuite, eh bien, il suffit de les déployer, sur la base des calculs et des métriques qui ont été réalisés préalablement. On a sur mon schéma un trait rouge qui correspond à ce trunk. J'ai ensuite rajouté en vert une boîte d'éclatement. L'objectif, on n'est pas loin du FTTH, bah, c'est quoi? C'est de partir de cette autoroute qui est le trunk vers la nationale qui va aller jusqu'à la bureau. Donc en fait, cette boîte d'éclatement a pour vocation d'éclater ce câble et de partir ensuite en jarretirage. Donc ces boîtes d'éclatement, dans mon exemple, j'en ai 3, une par étage, et ensuite j'arrive jusqu'au poste de travail sur les microswitches. Donc là, l'architecture est relativement lisible, relativement simple, hein, et facile de mise en œuvre. Sur la droite, on est sur une autre approche. Elle correspond à ce qu'on appelle un câble circulant à tube extractible, un concept de disponibilité permanente. Comme vous le voyez ici, en fait, cette fois-ci, on a un câble qui est circulant qui va passer dans l'ensemble du bâtiment. Alors, mon dessin est théorique, hein, c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe pour de vrai, mais ça pourrait être le cas en l'occurrence. Et mon câble circule et j'ai volontairement positionné les boîtes vertes exactement au même endroit. Donc vous voyez, en fait, le choix est le même, le déploiement est le même, sauf que cette fois-ci, l'idée, ça va être de ce câble, procéder à des ouvertures, je vais vous montrer dans quelques instants à quoi ça correspond, pour faire les mêmes dérivations. Donc les 2 topologies existent chez Nexans, le tout étant naturellement conforme à la norme ISO. Donc c'est une solution qui est 100% standard compatible avec les standards Ethernet. Donc il n'y a pas du tout de, on n'est pas en dérogation ou quelque chose qui pourrait être un petit peu impactant ou gênant par rapport aux infrastructures qui existent dans le bâtiment d'habitude. Donc en fait ici, qu'est-ce qu'on a marqué? L'analyse des besoins de l'aval vers l'amont, avec des coefficients de réduction à chaque étape. Donc en fait, c'est partir sur le nombre de prises et puis calculer. Mais ça, on reviendra dessus si vous voulez. Et puis ensuite, faire des choix de stratégie de déploiement. Donc voilà un petit peu ce qui est écrit ici, mais ça, c'est un petit peu rentrer dans les détails. Je pourrais revenir dessus à terme. En fait, l'idée, c'est de ce calcul, c'est à partir d'une étude, regarder comment on va faire un déploiement. Donc, il y a des différentes étapes sur lesquelles on pourra revenir dessus, et on pourra vous accompagner, si vous le souhaitez. Ce qui m'intéresse à l'instant T, puisque je suis plutôt dans une présentation générale, c'est vous présenter à quoi correspond une chaîne de liaison. Alors, j'ai pris mon bâtiment avec le câble circulant, simplement parce que les photos étaient assez marquantes, mais ça aurait été sensiblement la même chose avec du câble pré-connectérisé. À titre d'information, nous faisons si je fais une étude de proportion, c'est presque à égalité, 50 de nos projets avec du câble circulant, 50 de nos projets avec du câble pré-terme. Le siège de Nexans, qui est à Paris La Défense, est, par exemple, équipé de câbles pré-connectérisés. Donc, pour vous montrer les différentes étapes, vous voyez, ça correspond un petit peu, mais en relief ce que je disais précédemment, on va faire une analyse des besoins, mais vous allez voir que c'est une offre qui est relativement simple, en fait, en termes de produits. On a en haut à gauche là, c'est un call corridor, donc c'est un cœur de réseau. Dans ce cœur de réseau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des switches, hein, donc des équipements actifs, il y a des tiroirs optiques, et puis on le voit bien sûr en façade, il y a des jarretières optiques qui vont partir des switches et qui arrivent sur les tiroirs optiques. Donc je l'ai mis en violet, c'est un switch de la marque Extreme Network, mais ça aurait pu être d'une autre marque, hein. En l'occurrence, j'ai choisi cela. Les tiroirs optiques qui sont en dessous ont pour vocation donc de recevoir en façade la connexion 1 sur 1 avec les ports de cœur réseau. Et sur la partie arrière, ce sont les départs fibre optique qui vont justement aller circuler dans le bâtiment. Donc je pourrais revenir sur les tiroirs et autres, mais
C'est quelque chose qui est aujourd'hui assez maîtrisé. Donc la fibre optique circule dans le bâtiment. Donc là, vous avez le schéma de principe et je vous ai rajouté quelques photos de mise en œuvre. Donc là, je suis sur un câble dit extractible. L'idée là, c'est d'avoir un maximum de fibres optiques transportées sur un seul tirage. Donc je ne manipule qu'un seul câble et pourtant, je vais pouvoir déplacer jusqu'à 144 fibres optiques d'un coup. Donc l'idée, c'est après ce que je vais faire une fois que je les ai déplacées, eh bien, on le verra tout à l'heure, mais l'idée, c'est de justement faire des dérivations, mettre les fameuses boîtes vertes que vous aviez sur mon écran, eh bien, en fait, elle n'est pas verte, elle est blanche pour de vrai, on appelle ça une boîte de zone, qui va faire cet éclatement. Et à l'extrémité, après la jarretière, on va arriver sur un équipement qui répond au nom de micro switch, FTTO switch, installation switch, etc. Donc en fait, moi j'utilise le terme micro switch hein, et le nom micro switch correspond en fait à un équipement actif. Donc en l'occurrence, c'est vraiment de la commutation, c'est un commutateur, un switch hein, qui est avoir quelque chose qui le distingue, c'est-à-dire qu'il est fabriqué pour répondre au format mosaïque 45-45. Donc ici, je vous l'ai mis en photo dans différents types d'applications, de la goulotte, de la cloison, de la nourrice, du tuyau optique, ou là c'est plutôt une boîte Legrand ou autre, salle d'opération, colonne montante, etc. Donc en fait, comme le montage est universel, on va pouvoir le mettre un petit peu où l'on veut dans le mobilier ou pas, et cetera. C'est à la demande. Là, j'étais en train de travailler sur un projet à Lille avant-hier, hein, et en fait, on regarde pour installer des switches dans des nourrices qui seront elles-mêmes installées dans le mobilier de bureau. Alors, j'ai envoyé des photos d'une projet que j'ai fait sur la tour Carpe Diem à la Défense, qui est une des tours qui a été livrée récemment sur le marché de la Défense, et dans lequel on a fait un déploiement. J'ajoute une petite chose sur les switches, c'est que ce qui distingue un petit peu l'offre Nexans, c'est que même référence produit permet d'avoir un montage vertical, on le voit ici, mais également horizontal. Comment on fait en fait la partie supérieure du switch peut être dévissée et on peut lui faire une rotation. Donc c'est-à-dire qu'avec une seule et même référence produit, on est capable d'appréhender en fait à peu près tous les types d'exigences. Une fois que j'ai dit ça, je m'arrête sur les synoptiques de déploiement pour vous permettre de mieux comprendre. Vous le savez tous probablement, normalement, le fonctionnement d'Ethernet, c'est du point à point. Alors, comment ça se passe? Je vous ai mis toujours à gauche le câble préterme et puis sur la droite le câble extractif. Les deux représentent la même chose, je m'y arrête un instant, et sur la partie droite, justement, dans ce synoptique, on voit que c'est relativement très visible. On voit mon départ en bas à gauche, là où j'ai ma souris, si vous la voyez. On voit le câble bleu, il y en a 4 qui partent, qui arrivent chacune sur une ZD-Box, boîte de zone. Et ensuite, on voit que on installe un micro-switch aux extrémités. La liaison, dont la lecture est facile, et la réalisation réelle d'un point à point, c'est-à-dire que je pars d'un équipement actif qui est le micro-switch et j'arrive sur un équipement actif qui est le cœur de réseau. Sur la partie droite, la lecture est un peu plus compliquée parce qu'en fait, on voit mon câble qui fait une boucle et on se dirait, tiens, j'ai une topologie en anneau. C'est visiblement de cette manière-là, mais si on s'arrête au détail, c'est pour ça que je les mets l'un à côté de l'autre, c'est totalement faux. On est sur un déploiement qui est également purement point à point. Pourquoi? Parce que en fait, lorsque l'on dérive une fibre optique, eh bien en fait, elle est allumée jusqu'à ses dérivations et ensuite, entre guillemets, la fibre est éteinte. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien votre écran, mais je le remontrerai tout à l'heure de toute manière. L'idée du point à point, il faut faire le parallélisme avec le schéma de gauche, c'est-à-dire que la première boîte de zone et le switch que le suivent sont des terminaux. On réalise tout à fait un point à point, c'est-à-dire que la liaison se fait bien depuis le cœur de réseau jusqu'au micro-switch au travers de la boîte de zone. Et cela se reproduit de loin en loin avec les différentes boîtes de zone et les différents micro-switches. Donc en fait, les deux topologies sont, même si a priori ça se ressemble, elles sont identiques dans le déploiement point à point. Avantages et inconvénients des deux solutions. Alors n'étant pas un fabricant, Nexans en étant un, mais moi travaillant pour une division de l'actif, j'ai une vision assez neutre sur l'approche. J'aime bien les deux solutions. Euh, Ma vision, elle peut être sujet de discussion.
j'ai tendance à dire que pour ceux qui ne veulent pas prendre le risque de faire des fusions sur chantier, ont des craintes quant au système de repérage, etc. L'approche de gauche est vraiment la plus simple. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment très lisible. L'approche de droite, elle est peut-être un petit peu plus compliquée à mettre en œuvre, nécessite une certaine rigueur, mais elle a un avantage, c'est ce que vous voyez peut-être sur la partie de droite, j'ai rajouté une Z de box supplémentaire, c'est-à-dire que sur la gauche, je n'ai que 4 Z de box. Or, sur la droite, j'en ai 6. Une de 3 en haut et une de 3 en bas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, mon câble circulant, il peut avoir une multitude de fibres dedans à l'intérieur. Donc, dans la vie du bâtiment, je serai toujours en mesure, si des réserves ont été bien sûr prises en compte, de venir puiser dans le câble des nouvelles fibres optiques. Ça, c'est un avantage réel du câble circulant, ce qui n'est naturellement pas possible sur la partie gauche, puisqu'en fait, la liaison, elle est physique, et si elle n'est pas là, elle est simplement pas là. Donc en fait, les deux solutions ont leurs avantages et inconvénients. On peut en discuter à l'occasion. Donc ça, c'était bon pour le point à point. Alors bien sûr, on peut faire du point multipoint, c'est-à-dire que le micro switch, eh ben, il peut être terminal, ou alors il peut ensuite lui-même être cascadé pour rajouter d'autres liaisons. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de dire, bah oui, mais c'est bien, mais sur les architectures cuivre classiques, on a de la redondance jusqu'au technique d'étage. Qu'en est-il lorsqu'on fait du FTTO, du Fiber to the Office? Et là, en fait, une des réponses qu'on a trouvées et qui marche bien depuis des années, c'est d'avoir créé de la redondance, cette fois-ci non pas au niveau du local technique d'étage, mais au niveau du poste de travail directement, ou en tout cas au niveau du bureau. Alors ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à ce qui est entouré en jaune. Donc vous voyez, j'ai à nouveau repris les différents scénarios. En haut avec un seul cœur de réseau, en bas avec 2 cœurs de réseau, mais l'idée est toujours la même. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai 2 liaisons qui vont fonctionner indépendamment l'une de l'autre. Par exemple, si je m'arrête en bas à gauche, c'est là où c'est vraiment le plus lisible. J'ai un cœur à droite, j'ai un cœur à gauche. J'ai des fils qui partent de la droite, j'ai des fils qui partent de la gauche, chacun vers une boîte de zones distincte, connectés à des switches distincts, des micro-switches distincts. Et là où j'ai mis ma boucle en jaune, eh bien, j'ai créé l'interconnexion. Donc, en fait, la topologie redondante existe. Si je m'arrête à ma topologie sur la partie câble extractible, vous voyez qu'en fait, mon système de boucle, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en fait, on aurait pu penser que ça faisait ça. Ce n'était pas ça, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. En fait, la boucle, elle va fonctionner comme ça. Je vais sortir là, je vais aller sur le premier switch, et c'est là que je crée la boucle. Donc, en fait, une topologie redondante marche aussi bien que l'on soit en câble pré-terme ou en câble extractible. Quelques éléments concernant l'offre sur ces solutions-là. Alors, c'est relativement simple, hein. Il vous faut bien sûr une armoire en cœur de réseau, un cœur, des tiroirs optiques, un câble extractible, des boîtes d'éclatement, et ensuite des jarretières qui vont jusqu'au micro-switch. Chez Nexans, on a ce genre de câble, hein. Donc c'est relativement facile, c'est issu de la technologie FTTH à l'origine. Je m'arrête quelques instants. Donc en fait, ça fait 9 mm de diamètre maximum, on le voit ici, diamètre extérieur nominal. Et en fait, je vous ai marqué ici le nombre de fibres optiques. On a 48 fibres dans le câble versus 96 ou encore 144. Donc en fonction du nombre de fibres, on a un dimensionnement de câble qui change, mais vous voyez que je suis dans des dimensions qui sont de moins d'un centimètre. Donc on n'est pas loin à quelque chose près d'un cordon RJ45, et pour autant, on peut avoir des dizaines, pour pas dire des centaines de liaisons disponibles. Le poids, il est également faible. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'aspect Green IT là-dessus. Des rayons de courbure qui sont également intéressants. Pendant des années, je pense que les mentalités ont bien changé. J'avais toujours des gens qui étaient inquiets sur le média fibre optique. Les choses ont bien changé sur le sujet, hein. On est arrivé sur des technologies qui sont bien éprouvées. On a des jarretières qui peuvent faire des angles droits, etc. Donc aujourd'hui, le rayon de courbure d'une fibre optique, il est excellent. Donc sur le câble circulant, ça donne quoi? Ça donne cette idée-là, donc c'est en haut, c'est en 2 étapes. Donc le câble est en train de circuler. En général, on le met sur l'aile du chemin de câble. La raison est que dans la vie du bâtiment,
Si on l'avait mis au fond d'un chemin de câble, eh bien, peut-être que d'autres équipes, d'autres utilisateurs ou opérateurs auraient rajouté des câbles et mon câble aurait été au fond et n'aurait plus été accessible. En le mettant sur l'aile du chemin de câble, je le rends toujours accessible, ce qui fait que 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans après, j'ai besoin de faire une nouvelle intervention. Il est présent, je sais où il est toujours disponible. Et comment ça marche? Eh bien, on va faire une dérivation. La dérivation, ça consiste en quoi? Procéder à deux fenêtres, comme on voit. Dans celle de droite, je sectionne, bah, dans l'une des deux, et en l'occurrence ici c'est la droite parce qu'après on choisit la droite ou la gauche à la demande, et dans mon schéma ici c'est la partie droite, je sectionne le microtube sur lequel je veux travailler. Donc un microtube c'est jusqu'à 12 fibres optiques, parce que le câble en fait c'est pas 144 fibres optiques intégrées dedans, c'est 12 microtubes de chacun 12 fibres, 12 fois 12, 144. Donc je sectionne le microtube, et depuis la deuxième fenêtre, je viens tirer en arrière le microtube ou la microgaine, on utilise également ce terme-là, qui vient d'être sectionné, et je récupère la distance. Donc la distance qui est levée ici, elle est mécaniquement la distance qui correspond aux deux fenêtres. Si j'ai 2 mètres entre les deux fenêtres, j'ai récupéré 2 mètres. Si j'ai coupé à 3 mètres, j'ai récupéré 3 mètres. Si j'ai coupé à 50 centimètres, j'ai récupéré que 50 centimètres. Par définition, on propose de couper au moins 2 mètres, 2 mètres 50, ce qui permet de travailler la fibre optique à hauteur d'homme. Donc, redit autrement, la première étape, j'ai dérivé la fibre optique, je mets une boîte de zone qui va permettre l'éclatement, et ensuite je pars avec des jarretières vers les points de destination qui peuvent être nombreux et variés, comme je le disais tout à l'heure. Donc le principe est le suivant, on a des vidéos que je pourrais vous envoyer, je les enverrai à Régis. Donc voilà, on fait des étapes d'ouverture du câble, de sélection et de coupure. Dans l'exemple que j'ai ici, on a mis deux boîtes de zone en parallèle. Donc on a fait une seule ouverture et la fibre optique qui était sectionnée avec la paire de ciseaux, on l'a dérivée vers la gauche et vers la droite. Donc ça, c'est par exemple une approche, mais éventuellement, si on avait voulu avoir une distance plus importante entre deux boîtes de zone, eh ben, on faisait une ouverture ici à 2 mètres, et puis pourquoi pas 10, 15 mètres plus loin, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres plus loin, c'est l'avantage de la souplesse de la fibre optique. On reproduisait exactement la même opération. Donc ça, c'est la souplesse, c'est vraiment à la demande. Au niveau des boîtes de zone, il en existe deux chez Nexans. Donc ce sont des boîtes de zone qui sont soit de 24 fibres optiques ou de 12 fibres optiques, et qui correspondent en fait aux codes couleurs qui sont normalisés par la réglementation internationale. Donc on va déployer le rouge, jaune, vert, etc. à la demande. Là, vous voyez justement une photo en bas à droite d'une boîte de zone qui a été déployée. C'est de l'hôpital de Dunkerque. Je suis dans le département Périnate, et en fait, on voit le câble circulant qui passe au travers de la fibre optique. La dérivation a eu lieu, et ensuite les jarretières en façade repartent. On voit, elles sont en bleu juste derrière. Sur la technologie pré-terme, à nouveau les composantes de l'offre, donc c'est relativement assez simple également. Et ici, simplement pour redire autre chose, cette fois-ci, on ne coupe pas des fibres, puisqu'elles sont déjà équipées de connecteurs. Donc en fait, il y a une chaussette de tirage, comme on le voit sur l'écran. Donc tout est déjà fabriqué à usine, et on va le tirer et le déployer très facilement. Donc voilà, là c'est simplement, tout est fabriqué à usine, donc il y a des validations en termes de qualité produit, etc. Je passe rapidement sur plus d'informations si vous le souhaitez auprès de Régis. Au niveau de l'offre Nexans de mes collègues du passif, ils ont développé un tiroir optique qui je trouve intéressant, je l'ai déployé sur pas mal de projets. Il fait 1 U et on peut traiter jusqu'à 144 fibres optiques. Alors c'est assez intéressant parce que le câble dont je vous parlais tout à l'heure, il fait justement jusqu'à 144 fibres optiques. Donc vous allez comprendre que l'encombrement dans une armoire, il est relativement faible, puisqu'un câble de 144 fibres optiques qui va circuler dans l'ensemble du bâtiment, en fait, il ne prend que 1 U au départ, et voire même, s'il arrive de l'autre côté, si on veut de la redondance, également 1 U. Donc en fait, on est relativement faible. J'ai des projets, notamment en région parisienne, mais comme je ne suis pas parisien, je ne vais pas faire de plus que ça. Il y avait quand même des contraintes de surface, du prix du mètre carré assez rédhibitoire, et le fait d'avoir des densités aussi élevées sur des espaces aussi réduits était un critère déterminant. Là, je pense à un hôpital qui est peut-être connu en France, c'est l'hôpital de la Riboisière, il est à côté de la gare du Nord, et en fait, on arrive à faire
la connexion de 2000 micro-switch et en fait, au niveau passif, l'ensemble des départs qui vont couvrir l'ensemble des pavillons, ça tient sur une seule baie. Donc, en cuivre, on n'aurait jamais réussi à gérer ça, de cette manière-là. Bon, après, on a utilisé naturellement, pour le départ depuis la boîte de zone jusqu'au micro switch, des patchs, ou des jarretières renforcées. Alors pourquoi on utilise, ce genre de choses? Parce qu'il y a quelques années, on utilisait des jarretières entre guillemets «classiques» et on demandait à ce qu'elles soient mises dans des fourreaux pour les protéger. L'expérience nous a montré que la mise sous fourreau était, parfois théorique, hein, appelons un chat et rarement pratique. Donc, l'idée étant de garantir à l'utilisateur une qualité de produit dans la durée, on a fait le choix de dire: «Tiens, on va partir directement sur un câble qui est lui-même renforcé». Donc en fait, il y a un surgainage dessus, un petit peu comme de la gaine de frein de vélo et ce qui permet, de l'installer et de garantir dès le départ que, ce sera plus simple. Alors, concernant tout ce que je viens de vous dire, et ben, je pourrais revenir dessus. On tient à disposition un document, il date de mai 2015, comme vous le voyez. En fait, les directives de conception et son nom, elles évoluent, assez peu en fait. Là où il y a beaucoup d'évolution, ça va être au niveau du software, du hardware et cetera, mais au niveau des architectures, c'est les mêmes. Donc le document est toujours à jour et on retrouve, les grandes lignes de ce que je viens de vous dire, sur les architectures pour vous permettre de faire des choix éclairés. Sur les vidéos, eh bien, elles sont disponibles, sur YouTube et là, vous pouvez, regarder et voir les différentes étapes de fabrication d'une dérivation sur un câble extractif. Enfin, chez Nexans, on a une approche, de garantie qui peut être de 25 ans sur, le passif, hein, et cette garantie peut être également portée sur les micro-switches, hein, et elle est doublée, normalement elle est de 4 ans de 2 ans et on la porte à 4 ans dans le cadre d'une solution complète Nexans. Concernant les produits actifs, et bien, en fait, je reviens sur mes switches. Donc, à nouveau, les switches, c'est la partie, sur laquelle, je travaille moi chez Nexans, donc, dans mon usine qui se trouve à côté de Düsseldorf. Et bien, ces produits-là peuvent bien sûr gérer des topologies, redondées. Alors, on voit ici une boucle entre 2 switches. Alors, ça, pour vous montrer un petit peu les produits dans leur environnement, donc je passe rapidement. Les produits sont administrables, hein, c'est-à-dire qu'on peut à la fois les superviser et les configurer. Donc on utilise une plateforme d'administration, et il existe une version simple et une version qui s'appelle client server. On va, dessus retrouver, l'ensemble des produits. On peut faire des organisations par bâtiment, par étage, quelque chose qui est relativement précis et bien sûr, on va retrouver toutes les informations nécessaires sur les switches avec l'ensemble des configurations. Là, peut-être vous voyez un petit peu sur votre écran si c'est un peu difficile, des configurations des ports, les configurations de management, donc bien sûr IPv6, les SNMP, les trappes, on peut faire du SSH, on peut faire pas mal de choses, des VLAN, des systèmes d'alarme, on va retrouver aussi des systèmes d'authentification, etc. Donc le PoE, donc tous ces critères-là qui peuvent être mis en avant sur la plateforme. Alors c'est pas la seule manière d'accéder au switch, on peut bien sûr récupérer les MIB depuis le portail support de Nexans, et ces MIB les intégrer sur d'autres plateformes, d'autres constructeurs. Alors je mets quand même plus facile avec certains qu'avec d'autres, faut quand même le reconnaître. Mais j'ai 2 exemples, on travaille pas mal avec Extreme Network, l'intégration de leur plateforme, puis également IMC de HP. Voilà, à titre d'exemple, et puis on peut faire aussi de l'orchestrateur. Ça, c'est une solution intéressante parce qu'il y a pas mal de demandes aujourd'hui pour ce genre de choses, ou encore à l'intégrer par Telnet, SSH, web ou autre. Petite chose intéressante, les licences que nous proposons chez Nexans sont proposées sans limite de temps d'utilisateur ni de switch. C'est-à-dire que vous l'achetez une fois et ensuite, eh bien, elle est valable. Il n'y a pas de fees, il n'y a pas de coût annuel. Le coût est net. Donc c'est quand même à prendre en compte. Donc voilà, les interfaces de management dont je parlais tout à l'heure, je passe. Comment ça se gère? Eh bien, en fait, l'idée, principale, c'est de se dire: «Tiens, j'ai beaucoup de switches sur un réseau informatique, ce serait quand même malheureux d'intervenir autant de fois qu'il y a de produits». Donc on a des principes de configuration maître qui sont écrites et qui peuvent être déployées sur toute ou partie du réseau en fonction des besoins. Donc c'est assez simple, hein. On fait pas mal de déploiements. On a aussi des fonctionnalités, je sais plus si je l'ai dans cette présentation-là, qui s'appelle le Zero Touch Configuration, et cetera. Ce qui fait qu'en fait,
Sachez que l'outil a été justement créé pour créer des projets avec des quantités assez importantes, de plusieurs milliers de switches, voire plusieurs dizaines de milliers de switches. Le plus gros projet que j'ai eu à travailler en France, c'est pour dans le domaine militaire et on est à plus de 20 000 switches déployés. Vous imaginez bien que le client n'a pas cherché à faire 20 000 interventions. Donc vraiment, l'outil est efficace de ce sens. Je pourrais vous présenter une présentation ou des éléments concrets sur cette approche-là. Là, rapidement, je reviens sur les architectures. Eh bien, ici, on est sur un câble extractible et on voit le câble est noir. Dedans, j'ai les microtubes de 12 fibres qui correspondent, dans mon exemple, à du rouge, du bleu et du jaune. J'ai fait les dérivations. Et puis là, simplement, c'est pour montrer le nombre de switches ou de points RJ45 disponibles sur un seul et même câble. Donc sur mon câble 144 points, dans mon exemple, là, je fais du RSTP comme type de protocole. C'est un protocole de boucle. Et vous voyez que si j'utilise de la fibre duplex, eh bien, le nombre de ports RJ45 disponibles, ça correspond sur un seul câble à 576 RJ45 si je suis en liaison comme celle-ci, c'est-à-dire un point à point. Si je suis en simplex, je monte à plus de 1000 RJ45. Et si je m'amuse à faire ces architectures avec des cascades, je peux passer à plus de 1000, voire à plus de 2000 points RJ45 sur un seul et même câble. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que ça simplifie énormément l'installation et les impacts green. Hein. Vous avez compris de facto ce que j'étais en train de dire, puisque un seul câble de tiré et plusieurs points, on va dire plusieurs milliers de points déployés. Donc forcément, ça c'est le principe de fonctionnement du protocole. On fait des toiles en coupant un port et ensuite on ouvre les ports en cas de problème. La redondance est également disponible via LACP et ça c'est un déploiement que je fais souvent. Hier j'étais à Paris à la PHP. Tiens, je pense un petit peu à toi Régis parce que j'étais au Kremlin Bicêtre. Et donc, on a fait exactement cette maquette-là, c'est-à-dire en fait une topologie de redondance, cette fois-ci qui n'est plus sur un protocole qu'on appelle RSTP, mais sur un protocole qui s'appelle LACP. Je ne rentre pas dans les détails. Sachez que ça a cette forme-là. Et on a testé différents types de mise en œuvre. Et notamment, ce qui les intéressait, c'était la mise en service. Comment on peut faire pour déployer rapidement plusieurs centaines de switches avec des protocoles qui sont dédiés. Donc, c'était l'objet de la maquette d'hier. Euh, Par rapport à ça, mais justement, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça fonctionne un produit. Alors, je m'arrête 2 secondes. Ici, vous avez des documents qu'on appelle certificats d'interopérabilité qu'on a rédigés conjointement avec, j'ai envie de dire, des acteurs majeurs du réseau, hein, Cisco, HP, Alcatel, Extreme, bref, aussi avec Juniper, mais ça n'a pas donné lieu à des documents et à d'autres acteurs. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de mettre en avant que nos produits ont été testés et qualifiés par ces acteurs-là et démontrer que ça marche. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on rajoute un fabricant supplémentaire dans la chaîne de liaison. Souvent, on aime bien avoir qu'un seul et même constructeur, ce que je peux comprendre. Alors faire rentrer un tiers, ça peut être sur le principe ou sur le papier une prise de risque. Et la volonté ici, c'est de vous montrer que cette prise de risque, elle est relative et qu'elle peut être parfaitement gérée et qu'elle est plutôt bien maîtrisée chez Nexans. C'est aussi intéressant par rapport à nos amis installateurs, parce que je sais qu'il y en a dans la pièce, c'est que vous ne connaissez pas nécessairement, en tout cas électricien, le monde de l'actif, mais sachez qu'un utilisateur final, comme moi, quand, par exemple, quand je regarde avec mes enfants, j'ai un réseau câblé Nexans à la maison, mais eux, ce qui leur intéresse, c'est comment marche leur PC, et le câble ne les intéresse pas non plus. Bah, j'ai envie de dire, la majorité des clients qui sont vos utilisateurs n'ont aucun intérêt pour les aspects physiques. Pour eux, ce qui les intéresse, c'est de savoir si leur connexion Internet fonctionne bien, s'ils reçoivent bien leurs emails, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, le juge de paix, c'est l'actif. Et s'appuyer sur un fabricant qui met un actif qui fonctionne bien, c'est important, parce que c'est là-dessus qu'on voit si ça marche ou ça marche pas. Donc là, par exemple, eh ben, une autre maquette que nous avons déployée avec les fabricants, c'est Extreme Network, avec eux, ils faisaient de la fabrique, hein, donc c'est un protocole qui est complètement spécifique hein, à eux, et en fait, on a intégré nos solutions pour faire des déploiements de la sorte. Je pourrais vous donner de plus en plus d'informations, mais là, je ne développe pas. On peut naturellement vous accompagner, parce que là, je vous ai parlé pas mal d'actifs, hein, donc on a des offres de services qui sont dédiées à cela. Donc pour terminer, donc les solutions FTTO, vous avez vu, elles comprennent l'ensemble des besoins, en tout cas concernant le passif. Et puis,
Mais je m'arrête juste un instant. Ce qui m'intéresse, et ce qui vous intéresse, la majorité des cas, c'est, ben, de pouvoir, entre guillemets, quand on montre patte blanche sur les solutions en disant: «Oh, tiens, est-ce que le choix qui est fait pour tel ou constructeur, il est éclairé ou pas?» Donc, on est convaincu naturellement de nos solutions, mais on n'est pas les seuls à être convaincus. On a par chance, des gens qui font confiance aux produits et solutions Nexence et qui nous ouvrent leurs portes pour parler de leur retour d'expérience et avoir un discours qui est en dehors d'un constructeur. Qu'un constructeur vous dise que ses produits sont les meilleurs, j'ai envie de dire, c'est normal, il est payé pour ça. Je pense que vous ne connaîtrez pas un constructeur qui dira un jour qu'il vend des mauvais produits, en tout cas, ou alors son avenir n'est pas garanti. Donc moi, je vous dis que mes produits sont bons, mais je fais mieux que ça. Je vous invite, hein, et en tout cas, je croise les doigts pour que le Covid soit bien derrière nous, à venir, rencontrer, des gens. Donc là, c'est un exemple, ça date de 2016, on l'a fait jusqu'en 2019, hein, 1 fois par mois, un thème différent sur un site différent. Donc là, j'avais noté Wacom, l'hôpital de Tournai, le laboratoire du CNRS, la Caisse régionale d'assurance maladie, l'Agence nationale de la recherche, et cetera. Donc en fait, 1 fois par mois, venir rencontrer des utilisateurs, regarder les infrastructures, à quoi ça ressemble et se faire un retour d'expérience personnel, extérieur et puis surtout neutre. Donc actuellement, on fait des webinaires et on invite des utilisateurs finaux. Ça peut être aussi le cas, on peut aussi vous donner des contacts téléphoniques. L'idée, j'insiste, c'est de vous permettre de prendre des décisions de manière éclairée et surtout neutre. Voilà, j'ai terminé pour ma partie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je redonne la main à Régis, que je remercie encore pour l'invitation. Oui, merci beaucoup, Géraud, pour ton intervention. Avant de conclure cette présentation, est-ce que parmi vous, il y a des questions? Auquel cas, vous pouvez réactiver le micro et Géraud ou moi-même se ferons le plaisir de vous répondre directement. Bon, a priori, pas de questions immédiates. Juste avant de clôturer et de remercier Géraud pour son intervention, je reviendrai sur deux choses qui me semblent particulièrement importantes. Alors la première, Géraud, bien sûr, tu l'as abordé, c'est l'accompagnement. Donc l'accompagnement que l'on peut vous proposer non seulement aux différentes phases d'un projet, qu'on soit en phase d'étude très en amont, en phase de réalisation, bien sûr, et également en phase d'exploitation de votre infrastructure. Le FTTO, forcément, comme beaucoup d'autres architectures réseau, il va y avoir plusieurs intervenants, que ce soit des bureaux d'études, le client final, bien évidemment, et aussi les installateurs. Avec Nexence, nous sommes en mesure de vous amener un support et un accompagnement sur tous les acteurs du projet et à toutes les phases du projet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et bien sûr, là où on aura un impact le plus important pour avoir une architecture et une solution adaptée, c'est de démarrer l'accompagnement ou plutôt en phase d'étude et de conception, bien évidemment, de votre nouveau projet. L'autre point que je voulais mettre en avant, c'est que le FTTO aujourd'hui est vraiment adapté pour tous les réseaux du bâtiment, hein, que l'on pense bien sûr aux réseaux bureautiques traditionnels, mais également le FTTO est particulièrement adapté pour les réseaux que l'on va qualifier plus de techniques, que l'on soit sur des technologies Wi-Fi, que l'on soit sur de la téléphonie sur IP, sur de la GTB, de la GTC, les réseaux de vidéosurveillance. Le FTTO, c'est vraiment une architecture et une solution globale qui va permettre d'exploiter de façon unifiée l'ensemble de ces réseaux. Voilà, donc ça, c'est ce qui ajoute aussi à la pertinence du système. Pour clôturer, nous vous ferons bien sûr parvenir par mail le contenu de cette présentation. Le webinaire normalement est enregistré, donc il sera également disponible sur notre site internet. Et vous aurez nos coordonnées, donc je vous invite bien évidemment à ne pas hésiter à nous mettre à contribution pour que l'on puisse vous aider et répondre aux questions que vous avez sur cette technologie. Voilà, je vous remercie à tous. Merci Géraud. Bonne journée et à bientôt.
À très bientôt, merci.